relations sexuelles consenties entre deux adultes. Je n'ai jamais compris. La fameuse affaire Stormy Daniels, l'actrice porno avec qui Donald Trump a eu des relations sexuelles et sur lesquelles on a eu justement des accusations à son égard de je ne sais quoi. C'est-à-dire deux adultes ont des relations sexuelles consenties ensemble. Il a payé. Bref, ils se sont arrangés là-bas comme deux adultes s'arrangent. On a réussi à créer une affaire judiciaire là-dessus. C'est-à-dire, c'est incroyable. Mais voilà. Donc, on a fait toutes ces affaires-là sur lui et on nous a mis un Joe Biden comme on nous a vendu comme un très bon président qui, lui, respecte les Américains, qui, lui, est démocrate, qui, lui, voilà, ne tombe pas dans cette mécanique de terrorisme, de misogynie, de non-respect, de racisme. Bref, c'était lui le bon président. Mais que nous a dit Monsieur Joe Biden, que nous a montré Monsieur Joe Biden une fois au pouvoir? Une fois au pouvoir, quel est le bilan de Joe Biden? Son fils, Hunter Biden, il est accusé, il y a 3 chefs d'accusation contre Hunter Biden, le fils de Joe Biden. Détention d'armes illégales, et ça c'est pas des soupçons, il était accusé pour port illégal d'armes. Addiction à la drogue. C'est un drogué, le fils de Joe, c'est un fou, c'est un malade mental. Il est drogué, il y a 3 chefs d'accusation sur lui. Et non seulement il a menti, il a caché, il a falsifié des documents, caché des informations lors des procès, mais voilà, qu'est-ce que Joe Biden a fait? Il a été gracié. Donc Joe Biden, l'une des dernières actions que Joe Biden a fait en tant que président avant de partir, il a été gracié, il a gracié son fils. Quelqu'un qui porte les armes sans autorisation, un addict à la drogue, quelqu'un qui viole tout type de loi, sans compter ses affaires bizarres en Ukraine justement. Il est présent dans le secteur pétrolier, dans le secteur des ressources des carburants. En Ukraine, il a de grandes sociétés là-bas où il se remplit bien les poches. Hunter Biden, avec l'aide de son père, évidemment, il a vendu le nom de « Je suis le fils de ». Ça permet d'avoir des entrées faciles. D'où les grandes amitiés avec Volodymyr Zelensky. C'est pour ça que Zelensky est en deuil avec le départ de Joe Biden, parce que les cartes vont être un peu distribuées autrement. Mais Joe Biden, dans le gentil, le bon, le républicain, le voilà qui use de son pouvoir en tant que président de la République pour gracier son président, grand. Mesdames et messieurs, le seul continent qu'on a entraîné dans une guerre sans son avis, c'est l'Afrique. C'est-à-dire le seul continent où des gens se sont retrouvés à bagarrer entre eux, une guerre tribale européenne, vendue abusivement comme guerre mondiale. On a dit aux Africains, venez combattre avec nous. À aucun moment on a organisé un référendum, à aucun moment on nous a dit, accepteriez-vous de venir au pas? Non, on nous a pris de force en nous promettant monts et merveilles, et on est les seuls. C'est-à-dire, le continent asiatique, par exemple, le continent asiatique, c'est normal qu'il soit impliqué dans la Deuxième Guerre mondiale parce que c'est le Japon qui a commencé cette histoire avec entre l'invasion de la Mandchourie, la guerre sino-japonaise commence en 1937, dont 2 ans avant le début officiel. C'est-à-dire les blocs, le Japon commence à déranger en annexant notamment la Mandchourie, en voulant se poser comme une grande puissance et en se bombant le torse que on est très fort, on va dominer tout le monde. Donc l'Asie a elle-même cherché les problèmes de la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, si la guerre implique plus tard les États-Unis, c'est parce que les mêmes Japonais bombardent la flotte américaine le 7 décembre 41 à Pearl Harbor. Donc l'Asie était impliquée dedans. Les Amériques, en tout cas le continent américain à travers les États-Unis s'est retrouvé impliqué dedans parce que ces navires ont été attaqués, les États-Unis sont entrés en guerre et ils ont d'ailleurs été coupables de la tuerie la plus horrible de cette guerre, c'est-à-dire la vitrification des villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945 lorsque le président Harry Truman largue les 2 bombes nucléaires qui apprennent le respect au Japon. L'Europe évidemment elle est impliquée dans la Deuxième Guerre mondiale parce que c'est elle qui a commencé tout ça. Monsieur Hitler est allé envahir la Pologne, il est allé matérialiser ses folies des grandeurs un peu partout. Il a aussi essayé d'envahir l'Union soviétique en violant les clauses qu'il avait signées avec les dirigeants de l'époque, Nikita Khrouchtchev. Il a essayé d'envahir à travers l'opération Barbarossa où il a finalement perdu. Bon, en tout cas tous les autres continents sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais par contre, le continent africain, lui, il n'a rien à voir là-dedans. Rien du tout. C'est-à-dire le continent qui n'a pas participé aux querelles des Européens.
Une fois que la guerre entre Européens, la guerre tribale occidentale ou occidentalo-américaine ou occidentalo-asiatique a commencé et qu'on l'a appelée guerre mondiale, on est venu prendre les Africains, notamment au Cameroun. On leur a dit venez, on les a pris, voilà, ils partaient de un peu des mêmes endroits, des zones portuaires où on avait déporté jadis les esclaves, à Bimbia, à Gorée, partout. On les a amenés, voilà, on leur a donné des noms France libre, soldats de la France libre, tirailleurs sénégalais, tout le tralala. Le colonel Leclerc est venu au Cameroun, un idiot qui n'était pas colonel, qui s'est lui-même fait coudre des galons de colonel à l'épaule et qui est arrivé, qui s'est mis à agir en seigneur sur notre territoire, a pris des Camerounais, des volontaires, entre guillemets, soi-disant, qu'il a amené avec lui aller aider son patron, le général de Gaulle, qui partait pleurer sur les antennes de la BBC en juin 1940. Donc, l'Afrique est le seul continent qu'on a entraîné dans une guerre qu'elle n'a pas voulu, le seul continent qu'on a entraîné dans une bêtise qu'elle n'a pas cherché, le seul continent à qui on a dit viens mourir pour nous, alors qu'il n'y a eu ni référendum organisé, ni quoi que ce soit dans ce sens. Donc, on nous a colonisés donc par force. On a créé le terrorisme également par force, notamment, bref, l'État islamique, Al-Qaïda, tout ce que vous avez là. C'est-à-dire, c'est créé par ceux-là qui viennent aujourd'hui vous dire que voilà, on vient combattre le terrorisme. Je vous rappelle qu'à l'époque, Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères dans les années 2010-2012, lui, il était favorable à la sécession du nord du Mali. Il voulait l'indépendance de l'Azawad. Le MNLA devait avoir son territoire et tout, et Bamako devait accepter cela. Ça permettait à la France de s'allier avec le MNLA pour les ressources pétrolières du nord Mali. C'est la même chose qu'on a eu dans la guerre de Biafra avec Emeka Ojukwu, qui était soutenu par Total l'entreprise Total contre comment dire, l'armée du général Yakubu Gowon. Bon, c'était une guerre franco-britannique si on veut, mais en tout cas ils étaient présents, ils nous ont donc causé énormément de problèmes, ont déporté leur guerre sur notre territoire, et Emmanuel Macron nous dit que nous avons oublié de leur dire merci. On a oublié de dire merci pour le tribalisme qu'on a fabriqué, pour les animosités qu'on a créées, on a oublié d'être reconnaissant pour tout le sang que nous avons versé alors que nous n'avions rien demandé. C'est assez incroyable. Et c'est pour ça donc que vous avez celui qui est encore aujourd'hui ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau. À l'époque, il était au Parlement. En septembre 2023, il était à Sud Radio dans une émission où il dit carrément la colonisation, ce fut bien évidemment des heures sombres, mais ce furent également des heures qui furent belles. Attendez un peu. J'ai dit tout à l'heure que l'Afrique avait plusieurs problèmes avec les Européens. Le premier problème des Européens, c'est qu'ils veulent qu'on oublie le mal qu'ils nous ont fait et qu'on retienne les bienfaits de la colonisation. Et vous voyez, le deuxième, et vous voyez, le deuxième problème, c'est que, c'est-à-dire, si on a oublié, on doit accepter que eux nous le rappellent. D'où Bruno Retailleau qui nous dit ce furent des heures qui furent belles. Imaginez qu'on fait le même exercice avec la Shoah, le massacre des Juifs, et on dit la Shoah, bon, c'était certes des heures sombres, camps de concentration, mais ce fut aussi de belles heures parce que les Juifs ont vécu en Allemagne. Il y avait même des Juifs incorporés dans l'armée de Hitler, et encore ce n'est pas faux. Le livre de Mark Reich parle des soldats juifs qui étaient dans l'armée d'Hitler. N'envoyez pas des invitations, s'il vous plaît. Je préfère les cadeaux aux invitations quand je fais les conférences. C'est ce que je vous dis toujours. Si je parle seul, chers amis, c'est parce que j'ai des choses à dire. Donc, cessez d'envoyer les invitations. Alors, par contre, pour la tragédie des Noirs, comment dire, sans retenue, sans honte, sans gêne, que non, pensez aussi au bon côté de la colonisation. Chers amis, est-ce que vous êtes 200, 220, 215, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez aller à Jérusalem aujourd'hui et aller parler des bienfaits de la Shoah? Est-ce que vous pouvez même à Paris ou à Berlin, dans une ville européenne, vous lever et dire, bon, les Juifs, l'Holocauste n'était pas que négatif, il y a eu des bons côtés. Vous ne pouvez pas dire ça, vous serez condamné pour antisémitisme. Et je suis d'accord avec ça totalement. Mais dans le même ordre d'idées, pourquoi quand c'est nos tragédies qu'on nous explique que non, il y a quand même eu des bons côtés là-bas dedans. Si vous prenez l'Holocauste des Juifs un par un, il y a des Juifs qui étaient complices de Hitler, comme il y a des Français qui étaient complices de Hitler sous le régime de Vichy, le maréchal Pétain. C'est les collaborationnistes. Avant l'appel de Gaulle du 18 juin 1940, il y a eu la capitulation, la veille
du maréchal Pétain le 17 juin 1940, où il exorce les troupes françaises à baisser les armes et à coopérer avec l'assaillant. C'est ça là. C'est ça la réalité française. Une partie de la France a accepté de coopérer avec Hitler et ça a duré comme ça pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Pendant 4 ans, il y avait deux France, il y avait une France collaborationniste. De Gaulle a dû fuir, il a dû partir. C'est parce que nous sommes venus l'aider qu'il a pu ressortir la tête de l'eau et qu'il se bombe le torse aujourd'hui avec des crétins comme Zemmour et autres et expliquer que oui, je suis gaulliste, De Gaulle n'aurait pas existé, ce serait fini en 1940 si on n'était pas venu l'aider. Donc il y a eu des il y a eu des collabos, il y a eu des collabos partout. Il y a eu des Israéliens qui ont fait du mal à Israël en travaillant avec Hitler. Et il y a eu des Français qui ont fait du mal à la France en travaillant avec Hitler. Et il y a eu des Africains qui ont fait du mal à l'Afrique en travaillant avec également les impérialistes. Ça a eu lieu partout, dans tous les peuples. Comment se fait-il que chez nous, chez d'autres, on dit non, il ne faut pas, comment dire, il faut pas dire certaines choses parce que immédiatement c'est la condamnation. Et comme j'ai dit, je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord avec le fait que quand ce sont les Noirs, on dit non, non, non. Déjà, il faut oublier parce que voilà, c'est passé, c'était il y a longtemps, mais en plus, voilà, il y a quand même eu de bons côtés, il y a eu de belles heures. Ce furent pas seulement des heures sombres, ce furent également des heures qui furent belles, etc., etc. Et c'est ce que Bruno Retailleau, qui est parfois, c'est dur de savoir même d'où le problème vient. Alors, est-ce qu'on peut y ajouter une image ou ça va venir de soi-même? Aidez-moi à sécuriser cette conférence, s'il vous plaît, parce que, voilà, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas évident. Dites-moi déjà en commentaire si vous m'entendez, si vous entendez ce que je dis, et si... Ok. Ok, vous écoutez, c'est bien. Il faut quand même que je remette la photo parce que ça pourrait prêter à confusion. La photo a disparu. En fait, le live s'est coupé tout seul, vraiment tout seul. Donc là, je vais... où est-ce qu'on remet la photo? Où est-ce qu'on remet la photo? La photo, la photo. Ok. Bien, on a remis la photo. Voilà. Ok, on a remis la photo. C'est l'attaque des impérialistes. Bon, en tout cas, de toute façon, changer la photo, bah, elle n'a rien de dangereux. La photo, c'est le président Emmanuel Macron. Elle n'a rien de... pff. En tout cas, on va déjà essayer d'y aller. On va essayer d'y aller. Bon, heureusement que vous n'êtes pas parti. J'espère que ça ira. Permettez, en tout cas, protégez le live au maximum, s'il vous plaît, parce que ça devenait véritablement intéressant. Donc, je parlais donc de Bruno Retailleau, justement, qui est ministre de l'individu que vous avez en image. Alors, Doudou, le réseau dérange. Ça dérange chez tout le monde ou ça ne dérange que chez lui? Dites-le moi en commentaire, please. Les esprits français te regardent. Tant mieux, parce qu'on aime bien quand ce que nous disons arrive au destinataire. Ok. Ça veut dire que le réseau dérange chez toi, mon frère, pas chez tout le monde. Ok. Bon, je vais poursuivre justement ce que j'étais en train d'expliquer. Monsieur Bruno Retailleau, donc, qui est aujourd'hui encore ministre de l'Intérieur sous Emmanuel Macron, nous a expliqué que la colonisation se furent des heures qui furent belles. Et tellement Emmanuel Macron est d'accord avec ça que même dans son remaniement ministériel, il a reconduit Bruno Retailleau comme ministre de l'Intérieur. Donc voilà, c'est-à-dire il y a ceux qui peuvent dire quelque chose et ils ne risquent rien du tout. Mais si vous dites la même chose d'un autre type de tragédie, évidemment, le succès ne sera pas le même. Donc voilà, c'est quand c'est l'Afrique on dit tu pleurniches trop. Il y a aussi de bons côtés. Arrête d'accuser les gens tout le temps. Arrête de pleurnicher.
etc., etc. Vous avez aujourd'hui en fait, on est quel jour aujourd'hui? On est le 10 janvier. Charlie Hebdo venait d'être commémoré, je pense que c'était le 7 janvier 2015, 7 ou 9 janvier si je me souviens bien. Je crois que c'était le 9 janvier. Ouais, le 9 janvier 2000, ou le 7 janvier. En tout cas, c'était le 7 janvier, oui. Le 9 janvier, c'était l'attaque à l'hypercachère, justement, de Hamidou Koulibaly et toute la bande. On commémore aujourd'hui les 10 ans de Charlie Hebdo. Pourquoi les Français n'oublient pas Charlie Hebdo? Pourquoi les Juifs qui ont été massacrés sur Charlie Hebdo n'oublient pas la tragédie de Charlie Hebdo? Ils continuent d'en parler, ils continuent de la mettre en avant, ils continuent c'est-à-dire de faire l'actualité dessus. Ça s'appelle la commémoration. L'Afrique est le seul peuple à qui on refuse le droit à la commémoration. Et ça, en tant qu'Africains, nous devrions refuser. Et quand j'ai dit refuser, c'est que nous ne devons pas attendre l'autorisation de quelqu'un. On commémore ce qu'on veut commémorer quand on en a envie. Qu'ils nous disent qu'on pleurniche, on s'en fout. On fait le devoir de mémoire qui est inhérent à chaque civilisation. Et d'ailleurs, ce qui est triste, c'est que vous avez d'autres Africains qui viennent vous le dire. Hein. Oui, vous pleurnichez, trop vous pleurnichez, vraiment voulez-vous pleurnicher. Mais le même Africain va te dire qu'il était à la commémoration de la bataille de Verdun, là où Angela Merkel et François Hollande se sont retrouvés. Or, la bataille de Verdun, c'était il y a 100 ans. C'était c'était après la fin de la, ça s'est terminé avec la Deuxième Guerre mondiale. Dans les années 1914-1915, entre la France et l'Allemagne. Donc, on peut commémorer une bataille d'il y a 100 ans. Vous avez, moi j'aime beaucoup la ville de Paris. Vous avez au centre de Paris, vous avez à la place Vendôme, vous avez une commémoration, une sorte de stèle, la colonne Vendôme, qui commémore la bataille entre Napoléon, c'était même qui en 1810. Et en tout cas entre le roi de France et les troupes germaniques, voilà, la fameuse bataille d'Austerlitz. Donc vous avez une colonne là-bas qui commémore une bataille qui a eu lieu il y a plus de 200 ans. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a absolument pas de problème. Mais nous, en Afrique, on ne doit pas commémorer les batailles parce que on pleurniche trop. Voilà. Vous avez quelque part en région parisienne, vous avez une station qu'on appelle la Courneuve, 8 mai 1945, la commémoration de l'armistice. Vous avez des monuments partout, des noms de rues, des noms de ci, des noms de ça. En fait, ils commémorent tous leurs événements. Et une fois en Afrique, on dit non, arrêtez de commémorer. Vous pleurnichez trop. Vous avez la Shoah qu'on continue de commémorer aujourd'hui. Quand vous allez à Berlin, à la Potsdamer Platz, vous trouvez un endroit, un cimetière artificiel. C'est vraiment des tombeaux, mais c'est pas de vrais tombeaux parce qu'il n'y a pas de cadavres dedans. Il y a en tout 2711 tombeaux. En plein centre-ville de Berlin, on a construit 2711 tombeaux pour commémorer la Shoah. Personne n'a démantelé le complexe aujourd'hui sous prétexte que bon, c'était il y a longtemps, on enlève, on va construire autre chose, il faut qu'on oublie. Non, pas du tout. Il y a même quelque part là au niveau du Zoologischer Garten, du jardin zoologique, vous avez l'église du souvenir, la Gedächtniskirche. Vous avez tout ça dans Berlin. En fait, c'est un aide-mémoire à ciel ouvert. Là-bas, on commémore chaque seconde les tragédies qui sont arrivées aux Juifs, aux gens, bref, partout en fait. Mais en Afrique, on dit aux Africains, non, n'en parlez pas, arrêtez de pleurnicher, oubliez le passé, etc. Et quand on veut parler du passé, on dit, c'est même vous qui devriez dire merci. Voilà donc les gens qui ont commémoré Charlie Hebdo. C'était il y a 10 ans, ils devraient oublier et passer à autre chose. Parce que voilà, c'était il y a 10 ans, on ne va pas ressasser le passé tout le temps, on ne va pas rappeler des choses tout le temps, or on est déjà passé dessus. Non, ils le font et c'est tout à fait normal. Vous avez vu l'anniversaire du 7 octobre, la commémoration l'année dernière. Vous avez vu les bougies, tout le pathos qu'on a mis sur pied, c'était pour susciter l'émotion auprès de tout le monde. Voilà, là c'est normal. Mais si je commémore un massacre, par exemple, le massacre de Tinzaouaten, organisé par les Ukrainiens et leurs amis des mouvements terroristes au Nord Mali, et par ceux qui fabriquent les Ukrainiens, dont les Ukrainiens eux-mêmes ont été organisés par d'autres personnes, pendant que eux-mêmes ils organisaient sur la terre africaine le terrorisme de l'aveu même des autorités ukrainiennes. C'est ça qui est intéressant dans l'histoire, c'est que les autorités ukrainiennes, et pas n'importe lesquelles, le renseignement ukrainien, le GUR, fonctionne un peu comme une administration et qui a un porte-parole. Et le ministre de la communication des services secrets ukrainiens, monsieur Andrei Yuzov, nous a dit de sa propre bouche que ça là, Tinzaouaten, c'est nous, on a aidé les gens là à réaliser le succès de Tinzaouaten. Il a même précisé que ça va continuer, des manœuvres comme celles-là vont se reproduire
à l'avenir. Donc ils ont organisé le terrorisme chez nous. Si je me mets à commémorer Tinzawaten, on va me prendre pour un fou. On va dire vous les Africains, vous êtes incapables de combattre le terrorisme chez vous, mais vous vous pleurnichez, allez plutôt sécuriser vos pays, comme si ici en Occident ils arrivaient à juguler le terrorisme à 100%. Les attentats dans les années 2015 ont été incroyables en Allemagne, en France. C'était terrible. Déjà même en Allemagne, il y a eu un attentat terroriste il y a dans la semaine du 25 décembre à Magdebourg, où carrément un camion est rentré dans la foule et a écrasé 2-3 personnes, un peu comme à la promenade des Anglais à Nice. Donc, nous, on ne doit pas comme tout le monde doit commémorer. Nous, on ne doit pas commémorer. L'Africain, comment dire, l'Afrique est un continent à la commémoration interdite. Donc, c'est assez incroyable. Et bon, voilà, ça c'est de toute façon, c'est comment dire. C'est pas notre problème, et c'est important que je précise. Je ne suis pas en train de dire ici que les autres ne doivent pas commémorer. Je suis en train de dire que l'Afrique doit commémorer et l'Afrique ne doit plus accepter qu'on lui dise de ne pas commémorer. Donc, d'ailleurs, dans l'émission que j'ai faite il y a 2 jours, il y a un Français qui est venu et qui m'a traité de francophobe. Vous savez, c'est les gros mots qu'on donne toujours pour discréditer une opinion. On met phobie derrière. Comme si, parce que vous désapprouvez quelque chose, c'est que vous détestez fondamentalement. On a posé, par exemple, vous avez un sujet sensible ici qui concerne l'homosexualité. On a posé la question lors d'un projet de loi, référendum, ce que vous voulez, on posait la question, êtes-vous pour ou contre le mariage homosexuel? Certains vont voter pour, d'autres vont voter contre, mais ceux qui ont voté contre, on les transforme en pestiférés, comme si, parce qu'ils ont voté contre, ça veut dire qu'ils détestent les gens en raison de leur orientation sexuelle. Non, ils ont juste voté contre parce que il y avait le choix entre pour et contre. C'est comme quand quelqu'un dit, bon, vous êtes pour ou contre la polygamie, certains vont voter pour, d'autres vont voter contre, sans pour autant que ceux qui ont voté contre n'aient envie d'aller incendier et égorger les polygames. Mais on crée ce type de concept-là pour abrutir les gens et empêcher les gens de réfléchir par eux-mêmes et d'argumenter leur position. Donc, un Français ou je ne sais quoi est venu il y a 2 jours dans mon émission me dire que je suis un francophobe. Je lui dis, mais cher ami, je suis en train de décrypter les Françaises sur le sol africain. À aucun moment on a remis en question le peuple français ou la France en tant que pays. J'avais d'ailleurs précisé que non, en tant que pays, c'est un très beau pays. La France, visitée par les touristes du monde entier, c'est de très loin le pays le plus visité au monde, devant l'Espagne. Et loin devant l'Allemagne, la Grande-Bretagne, bref, il y a même pas photo avec ces autres-là. Devant les États-Unis, devant le Japon, bref, c'est le pays. Chaque année, il y a même pas une année où la France perd la première place. Chaque année, quels que soient les trucs que vous prenez, c'est le pays le plus visité au monde. Donc personne n'a dit ici, nous allons, éliminer les Français, on déteste les Français. Non, ça c'est encore une mécanique de manipulation. Et donc, on utilise dans les gros mots comme ça, vous êtes francophobe, vous êtes blablaphobe, on met tout la phobie. Phobie déjà ne veut rien dire, phobie veut dire avoir peur. J'ai pas peur de la France, donc je suis pas francophobe. Ça, c'est un abus de langage pour dire la haine des. Or, c'est la peur des phobias. En grec ancien, c'est quoi? C'est la peur. Donc, comme quand on dit agoraphobia, la peur des espaces publics, l'agoraphobie. On me dit francophobe. À quel moment on est ici francophobe? Donc vous voyez, l'autre problème alors dans les paradigmes géopolitiques, c'est que l'Africain est le seul à qui on veut interdire la critique. Parce que tu as critiqué la France ou l'Occident, tu deviens un ennemi, un haineux de l'Occident. Même les Africains, quelques petits imbéciles viennent te dire « va vivre en Russie ». Donc en fait, on n'a pas le droit de... Je pensais qu'on était en démocratie. Vous faites comme les Sénégalais, les partisans de Bassirou Diomaye Faye, qui nous disent que le Sénégal est un pays mature démocratiquement, mais dès que vous critiquez Bassirou Diomaye Faye et que vous dites que c'est un peu flou de son côté, on vous dit « parle de ton pays le Cameroun, arrête de parler de mon pays le Sénégal ». Tu dis « ah, c'était la démocratie, non, braves gens. Comment en démocratie je ne peux plus critiquer et alors ce qui à mes yeux n'est pas convenable ?» C'est la même opération, la même mécanique que les gens opèrent sur la critique des paradigmes occidentaux. C'est-à-dire, je dis, la France et ses amis ont organisé la déstabilisation de l'Afrique en sinistrant la Libye. On dit tu es francophobe. À quel moment est-ce que le fait que j'énonce a eu lieu, oui ou non? Si le fait a eu lieu, fin du débat. Il n'y a pas de francophobe ou de blancophobe ou je ne sais pas quel type d'ineptie que les gens vont créer
que les gens vont crier merci Cameroun debout pour les cadeaux, c'est gentil, hein. Ah vraiment, ça fait plaisir. Les autres m'écoutent et prennent les enseignements gratuits sans même encouragement. C'est pas grave, on a énormément de choses à se dire, donc si vous n'avez pas sommeil, sachez qu'on a encore pour quelques heures ensemble. Alors, les gens dont nous traite de haineux, de gens qui doivent aller vivre en Russie, mais les Allemands critiquent les Allemands critiquent l'establishment allemand en Allemagne. Est-ce que la politique allemande est aujourd'hui en lambeaux parce que les Allemands se sont tus? Non. La politique allemande est aujourd'hui en lambeaux parce que les Allemands ont critiqué. Ils ont désavoué Olaf Scholz. Il y a un mécanisme dans la politique allemande qu'on appelle la Vertrauensfrage, la motion de confiance. Un peu comme la motion de censure en France. C'est-à-dire, le chancelier engage sa responsabilité en posant la question au Bundestag, le Parlement fédéral. Est-ce que ma politique est encore crédible à vos yeux? Est-ce que vous faites encore confiance à mon approche? Si le Bundestag vote majoritairement le non, le président dissout le Parlement. Et c'est ce que le Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier a fait avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Il a dissous le Parlement. On a de nouvelles élections qui se profilent en le 23 février 2025. Pourquoi donc les gens ont voté non? Pourquoi le Parlement, dont les Allemands, ceux qui représentent les Allemands, ont voté non contre Olaf Scholz? Parce qu'ils critiquent sa politique. Donc, comme ils ont critiqué, vous allez déduire qu'ils détestent l'Allemagne. Vous voyez que l'argumentation, elle est débile, elle est absurde. Elle est totalement absurde. Pourquoi c'est l'étranger, l'Africain, quand lui, il veut critiquer justement l'Occident où il vit, quand il voit que deux choses ne vont pas bien, c'est encore quelques petits Africains lobotomisés qui lui disent « Ah, pour tu critiques la France, pourquoi tu vis alors là-bas, va vivre, c'est quoi ça ?» Apprenez à réfléchir. Sinon, demandez aux Allemands donc de quitter l'Allemagne et d'aller vivre ailleurs. Demandez à Alex Weidel de l'extrême droite. Elle aime tellement l'Allemagne qu'elle est même raciste, presque. Elle est de l'extrême droite, c'est-à-dire, voilà, elle ne veut pas trop les étrangers. Allez dire au président de la Ligue, Matteo Salvini, en Italie, qu'il n'aime pas les Italiens parce qu'il ne veut pas des étrangers. Allez dire à Giorgia Meloni, qui est président de Fratelli d'Italia, le parti d'extrême droite, qu'elle n'aime pas les Italiens parce qu'elle est d'extrême droite. Allez dire à Marine Le Pen qu'elle n'aime pas les Français. Est-ce que vous avez vu, Jean-Marie Le Pen est mort il y a 2 jours. Est-ce que vous avez vu parmi les milliers de procès qu'on a intentés contre lui, un procès où on lui a dit tu es condamné pour haine de la France? Non. On le taxe plutôt de raciste, donc de haine des étrangers, haine des juifs, haine de tout ce que vous voulez, mais pas haine de la France. Donc, on peut critiquer l'establishment sans détester un pays. C'est là aussi que vous devez ouvrir vos yeux. Quand je dis il faut faire attention avec l'opinion forgée où des gens décident de penser à votre place. Est-ce que donc en Allemagne, les Allemands détestent l'Allemagne? Est-ce qu'en France, les Français détestent la France? Vous avez vu la motion de censure. Emmanuel Macron a été désavoué. Il est allé aux élections européennes au mois de juin 2024. Il a perdu, c'est le Rassemblement national qui est arrivé premier. Emmanuel Macron a perdu parce que les Français n'approuvent pas sa politique. Donc comme les Français ont critiqué sa politique, ça veut dire les Français sont eux-mêmes francophobes, pardon. Comme il est revenu en France, il a organisé des élections législatives, il a dissous l'Assemblée en disant « Bon, j'ai perdu aux européennes, je ne peux pas perdre dans les 2 terrains. En abscisse et en ordonnée, je vais organiser de nouvelles élections législatives et vous montrer que j'ai une assise politique dans mon pays. » Il a perdu les élections législatives au profit du Rassemblement national ou de la coalition du Nouveau Front populaire. Donc, Emmanuel Macron a été encore une fois désavoué par les Français, parce que les Français critiquent sa politique. Il y a eu les gilets jaunes, la réforme des retraites, le système social, bref, tout le tralala, que les Français désapprouvent. Est-ce que ça veut dire qu'ils le détestent? Non. Qu'ils détestent la France, non. Les Français détestent sa politique interne, comme nous, on déteste sa politique externe. Et au moins, on prend le temps d'expliquer pourquoi on déteste sa politique externe. Et nos arguments sont très cohérents, ils sont très crédibles, ils sont convaincants. Donc, les motions de censure qui s'en sont suivies, parce que non seulement il a perdu aux européennes, mais en plus, il a perdu aux élections législatives à l'intérieur du territoire, quand il a, après avoir perdu aux législatives, décidé quand même de nommer un premier ministre issu de ses soins, à savoir Michel Barnier, d'un parti qui n'était même pas 3e, voilà. Les Français ont dit, mais tu te prends pour qui? Tu nous prends pour qui? On l'a désavoué à nouveau à travers la motion de censure. Encore qu'il voulait faire passer des lois en force à travers le mécanisme du 49 alinéa 3,
Les Français n'étant pas d'accord avec le fait qu'ils n'obéissent pas à leurs aspirations, eux qui sont le peuple, l'ont désavoué à nouveau à travers la motion de censure. Est-ce que les Français qui ont donc fait ça signifie les Français qui ont donc fait ça n'aiment pas la France. Au compte, Macron n'est pas la France. La politique de Macron est critiquable, elle est imparfaite, donc on la critique comme les Français la critiquent. La motion de censure est arrivée. Enfin, comment dire, il a perdu les législatives, il a nommé un premier ministre, il a voulu forcer. On a quand même mis une motion de censure. On a encore dissous le gouvernement et le voilà qui a nommé un nouveau gouvernement avec François Bayrou. Vous savez déjà avec moi que le gouvernement ne passera pas le printemps. C'est-à-dire, s'il est très chanceux, il finira l'hiver, mais même ça, je ne suis pas sûr. Personne ne les aime. On n'aime pas leur politique. Les Français détestent Elisabeth Borne, ils détestent François Bayrou, ils détestent Manuel Valls, mais comme pas possible, ils détestent Emmanuel Macron, mais ils ne détestent pas la France. Ils aiment la France. C'est ça la nuance là à apporter. Donc c'est important de préciser ici. C'est important de préciser ici que toutes nos critiques envers les politiques sont justement des critiques envers les politiques. Oui, cher le Fura, on dirait vraiment les billets marounais. C'est ce qui se passe chez nous au Cameroun. Dès que tu critiques la politique de Paul Biya, on te traite d'antipatriote. Il y a quelques jours, le professeur Nicolas Agboou était à la conférence du frère Stéphane Chumbo, où il parlait de la question du franc CFA. On a posé la question à Nicolas Agboou, est-ce que c'est vrai que Paul Biya a rompu les accords coloniaux, ou est-ce que c'est encore une entourloupe des soutiens de Biya pour nous vendre le rêve, alors que ce n'est pas la réalité? Qu'est-ce que Nicolas Agboou a répondu? Il a répondu, je ne peux pas m'exprimer ici, parce que je compte encore continuer à aller au Cameroun. Et oui, ce que Nicolas Agboou dit, elle est claire. Bon, déjà, il nous confirme implicitement pour ceux qui ont de l'intelligence pour comprendre. Il nous fait comprendre ce qu'il y avait à comprendre. Suivez mon regard. Et de deux, il nous fait comprendre que chez Paul Biya, on est dans un pays où, dès que tu critiques la politique de Paul Biya et ses accointances avec ses maîtres coloniaux, on décrète que tu n'aimes pas le Cameroun et on t'interdit le séjour au Cameroun quand tu es étranger. Ou alors on t'arrête et on te met en prison quand tu es camerounais. Donc, c'est ça là que vous essayez de faire sur la question française. Et c'est pour ça que je tiens à préciser tous ces éléments. Donc, avant de venir concrètement sur les éléments sur lesquels Macron sur lesquels les éléments qui nous font dire qu'on ne peut pas remercier Emmanuel Macron, j'ai envie de vous demander si Jean-Luc Mélenchon, qui trouve que Macron est nul, qu'il ne comprend rien du tout à la politique, est-ce que Jean-Luc Mélenchon déteste la France? Je ne comprends pas. Est-ce que François Asselineau, qui critique Emmanuel Macron dans ses podcasts hebdomadaires, avec beaucoup de factualité, une analyse brillante, est-ce que François Asselineau n'aime pas la France? Si, il aime la France. Est-ce que comme il s'appelle, le philosophe Michel Onfray, qui a carrément traité Emmanuel Macron de foutriquet, est-ce qu'il n'aime pas la France? Il a dit c'est Emmanuel Macron, le foutriquet. Ce n'est pas la France, la foutriquette. C'est Emmanuel Macron qui a des politiques de malade mental, des politiques de cinglé, des politiques de fou, des politiques de quelqu'un qui ne va pas bien. C'est-à-dire, il y a des gens, même François Asselineau pose la question tout le temps que, mais est-ce qu'Emmanuel Macron, quand vous le voyez mentalement, il n'a aucune émotion, rien ne se dégage de lui, il n'a rien. Parfois, il en vient même jusqu'à critiquer le fait que Emmanuel Macron n'a pas d'enfant. C'est-à-dire, moi qui ai désormais un fils, je peux comprendre ce que les parents comprennent quand ils parlent de l'avenir, quand ils parlent de demain, quand ils réfléchissent sur le pays. Et moi-même, bien qu'étant bien plus jeune qu'Emmanuel Macron, je peux lui dire, cher Macron, il y a des choses que je comprends que toi tu ne comprends pas. Parce que si tu avais des enfants, tu allais comprendre ce que ça fait de vouloir un pays équilibré, un pays où règne la loi, l'ordre, la justice pour les générations suivantes. Comme toi tu n'as pas d'enfants, tu t'en fous, tu penses à ton petit cercle d'oligarques. Et voilà. Donc, dernière question avant d'en venir sur, ils ont oublié de vous dire merci. Est-ce que Michel Onfray, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, est-ce que François Asselineau détestent la France? Vous convenez avec moi que non. Non, 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 absolument non, évidemment que non. Bon, voyons. Les Africains ont oublié de nous dire merci.
Dans la phrase où Emmanuel Macron dit ça, qu'est-ce qu'il dit dans les détails? Il dit l'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernements africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui à la tête d'un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans la région. Hé hé. C'est là où Sonko, c'est là où on a retrouvé le vrai Sonko, c'est-à-dire vraiment... Sonko lui dit de manière sanglante, si les soldats africains ne s'étaient pas mobilisés de force lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être encore aujourd'hui allemande. Eh oui, c'est ce que Michel Sardou chante dans sa chanson Les Ricains. Sauf que Michel Sardou se trompe un peu, il aurait dû dire les Africains. Dans la chanson, il dit si les Ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie, à parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui. En gros, si les Américains n'étaient pas venus, notamment lors du débarquement en Normandie, la fameuse opération Neptune, les Français seraient tous en Germanie, ils seraient tous allemands. Je vous rappelle d'ailleurs que l'Allemagne ne s'est pas fait prier pour s'accaparer de l'Alsace et de la Lorraine. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez les villes d'Alsace ont des noms allemands. Strasbourg, c'est en allemand, ça veut dire le château de la rue ou la rue du château. Non, le château de la rue Strasbourg. Die Burg an der Straße, le château au bord de la rue, si vous voulez. C'est ce que Strasbourg, ce que vous appelez en français Strasbourg. Mulhouse, c'est Mühlhausen, qui veut dire le moulin ou la maison du meunier, bref, quelque chose qui a trait à la meule, au moulin, au meunier, tout ça, tout ça. Et beaucoup de villes en Alsace ont ces noms-là. Des noms avec Heim, avec machin, comme en allemand, qui veut dire la maison. Et vous voyez quand même au niveau de l'architecture, Strasbourg ressemble beaucoup aux villes allemandes. Quand vous franchissez la frontière, la première ville allemande à côté, la Kehl, vous voyez Kehl, Strasbourg, c'est plus ou moins la même chose. Ou la ville française de Forbach, qui est d'ailleurs un nom allemand également, Forbach. Bach, ça veut dire l'étang. Et vous traversez la frontière, 2 minutes plus loin, vous avez la ville de Saarbrücken, qui est littéralement semblable. Donc voilà, les Allemands avaient pris, bref, les Français seraient donc tous en Germanie aujourd'hui si les Ricains n'étaient pas là, conformément à la chanson de Michel Sardou. Le problème, voilà Kreuzwald, ça veut dire la maison de la croix, la forêt de la croix. Kreuz, das Kreuz, la croix, Wald, la forêt. Kreuzwald, c'est des noms allemands tout ça là. Forbach également, voilà, donc, etc., etc. Donc, ça veut dire Michel Sardou dit donc si les Ricains n'étaient pas là. Sauf qu'il n'y a pas eu que l'opération Neptune. Il n'y a pas eu que le fameux débarquement en Normandie. Donc, il y a eu aussi la participation des Africains. C'est-à-dire, voilà, je vous parlais lors de mes récentes émissions, je vous avais dit qu'on allait en parler en détail aujourd'hui et on va le faire d'ailleurs, mais c'est ce que Sardou dit est vrai, ça c'est vrai, je ne vais pas le nier, mais c'est aussi une manière de dire à la France qu'elle aussi, elle a eu besoin d'autres personnes et peut-être même qu'on va rappeler d'ailleurs ça également avant de parler des autres choses, parce que même au sujet des autres pays, la France oublie. Et parfois, on l'entend bomber le torse et tout, mais elle s'est fait bien aider par les Américains et par ses autres amis. L'opération Neptune, c'est le début du débarquement en Normandie. On l'a aussi appelé opération Overlord, et vous connaissez les Américains. Overlord, c'est une manière de dire avec arrogance, c'est le Seigneur qui vient. Je vous rappelle que Lord veut dire le Seigneur. Over, ça veut dire celui qui est au-dessus. Et donc, les Américains sont en train de dire, nous sommes les souverains, nous venons ici en seigneur, montrer à la France comment on gagne une guerre, et après lui donner la marche à suivre, lui faire une dictée préparée. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est à l'instigation des États-Unis que viennent les principales institutions du contrôle de l'économie mondiale. Le FMI, la Banque mondiale, bref, les fameuses institutions de Bretton Woods. Bretton Woods, c'est une localité aux États-Unis dans le New Hampshire. Pour ceux qui veulent la précision, donc c'est pas pour rien. Donc les Américains viennent et disent, nous sommes les seigneurs, nous sommes les chefs, c'est l'opération Overlord, on vient vous aider. Donc on vient vous aider et voilà. Et ils se sont fait aider, outre les Américains, à travers l'opération Overlord, par les Soviétiques également, les parents de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, vous les entendez parler des Russes comme si c'était des pestiférés ou des gens. Sans la Russie, la France n'existerait pas. La bataille de Stalingrad. Vous avez une station de métro à Paris qui commémore la bataille de Stalingrad de juillet.
de juillet 42 à février 43, les soviétiques ont mené une bataille farouche dans le front de l'Est contre les troupes de Hitler et ont fini par taper les troupes de Hitler pour justement permettre à la France de souffler parce que voilà, le front sibérien, le front de l'Est ayant été démantelé, les forces de Hitler ont été considérablement réduites. Ça a été l'une des grandes batailles de la Deuxième Guerre mondiale. Les forces russes ont perdu là-bas environ 1,5 million de personnes. C'est une bataille qui a coûté la vie, c'est-à-dire le contingent, dans la totalité, elle a coûté la vie à près de 2 millions de personnes. Rien que les forces soviétiques étaient près d'1,5 million dans la fameuse bataille de Stalingrad. C'est que les Russes ont donné de leur sang, les Soviétiques ont donné de leur sang pour qu'ils leur ploient le genou, pour qu'ils leur mordent la poussière. Et c'est pour ça que les Français ont une station à Paris qui se fait appeler Stalingrad. Emmanuel Macron a certainement oublié cette partie-là quand il parle à Vladimir Poutine comme s'il parlait à son enfant. Donc voilà. Et de manière générale, la Russie, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Union soviétique a perdu plusieurs dizaines de milliers, 10 à 20 millions de personnes. Mais littéralement, 10 à 20 millions de personnes. Je n'exagère pas, je dis bien près de 20 millions de personnes. Presque la population du Cameroun qui a dû perdre la vie pour que, justement, ces gens qui nous disent qu'on doit leur dire merci, est-ce que lui, il a dit merci à Vladimir Poutine quand il ne fait que hausser les épaules, bomber le torse en disant la guerre, on doit continuer la guerre contre la Russie, contre tout le tralala. Est-ce que lui, il a dit merci là-bas? Il faut prêcher par l'exemple. Médecin, guéris-toi toi-même. Donc voilà. Et comment on dit, la bataille de Stalingrad, l'opération Neptune, opération Overlord, ça se déroulait au même moment que, et ça nous intéresse pour nous Africains, l'opération Torche. Comme la torche, effectivement, c'est-à-dire où les Africains du Nord, dont les Algériens, les Marocains, bref, aidaient la France à combattre Hitler. La France était à genoux, la France avait capitulé. La France n'a pas combattu Hitler, elle a perdu face à Hitler, elle a capitulé. C'est le secours des Africains et des Américains qui est venu les sauver. Le général, le maréchal Pétain, Philippe Pétain, avait capitulé. C'est De Gaulle qui, non pas a entamé la résistance, mais a supplié qu'on vienne l'aider aux antennes de la BBC à Londres. Vous qui nous dites, viens parler ici dans ton pays. De Gaulle, celui qui est présenté comme un héros en France, a fui son pays. Il a fui. Il est allé de l'autre côté de la mer. À l'époque, le tunnel sous la Manche n'existait pas encore, donc ça ne prenait plus les 30 minutes habituelles pour partir de Douvres à Calais. Donc voilà, c'était un peu plus long. Il est allé se réfugier là-bas. Il a demandé justement à ses amis, notamment le Home Secretary Winston Churchill, de lui prêter le micro et les antennes de la radio, que s'il te plaît, le père, je suis dans la mouise, là, il faut qu'on vienne m'aider, il faut que tout le monde vienne m'aider. Là, à l'époque, les Africains étaient... voilà, on nous aimait, on n'était plus les pestiférés qui ne sont pas reconnaissants, qui ne sont pas... Là, on avait besoin de nous. Il ne fallait pas de visa pour venir, il n'y avait pas d'immigration de masse, il n'y avait pas de différence de culture. Non, on était les bienvenus. Là, c'était très bien. Donc, De Gaulle, l'arrière-grand-père de Macron, dit à l'Afrique et au monde entier, venez m'aider, moi, la France. Incroyable. C'est-à-dire incroyable. Et on est venu, on les a aidés, les Africains, et là encore je parle des Africains du Nord, lors de l'opération Torche, notamment pour l'Algérie, les Marocains, bref. Et voilà. Il n'y a pas eu, en revanche, de volontaires civils ou de volontaires militaires européens qui sont venus combattre sur place à nos côtés. C'est-à-dire, je dis bien, à la place de nos combattants comme chair à canon. Je ne dis pas les militaires qui viennent eux-mêmes et qui insistent de rester alors qu'on veut les chasser et qui disent que non, on est là, on apporte la paix. Non, je dis des volontaires, dont des gens qui, voilà, par troupe, par grappe, par contingent, par centaines, par dizaines, par milliers, disent, dans la guerre contre le terrorisme au Sahel notamment, nous on se présente pour aider le Mali. Et on est dans les premières lignes de front comme chair à canon, comme ce qu'ils ont fait de nous, c'est-à-dire on était les chairs à canon pour faciliter la victoire contre les Allemands. Il n'y a pas eu ça dans ce sens-là. Or, nous, c'est ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire, vous avez la bataille de Bir Hakeim. Quand je dis Stalingrad, je ne me suis pas limité à Stalingrad dans l'émission d'il y a 2 jours. Je vous ai également parlé de la station de métro Bir Hakeim à Paris. C'est intéressant pour ceux qui vivent en France, pour qu'ils comprennent quand ils y arrivent. Et elle est à quelques mètres justement du pont de Bir Hakeim, le double pont avec le métro, la ligne 6, non loin de la Tour Eiffel.
Donc là-bas, justement, Bir Hakeim, c'est aussi une bataille de 15 jours du 26 mai au 11 juin 1942, où les troupes du général Marie-Pierre Koenig affrontaient, le général français Marie-Pierre affrontait les troupes du général allemand Erwin Rommel. Rommel, lui, il était craint, réputé comme un soldat très aguerri, très efficace, rodé au combat. On l'avait surnommé en Allemagne le Wüstenfuchs, der Wüstenfuchs, c'est-à-dire le renard du désert, le Wüstenfuchs. Et monsieur le Wüstenfuchs a donc fait mordre la poussière aux Anglais et aux Français, qui ont trouvé une belle parade. Il fallait envoyer les Africains en avant, comme chair à canon, pour épuiser les canons de Erwin Rommel. Et voilà, comment dire, permettre aux Britanniques et aux Français de venir après terminer le travail. C'est ce qu'ils ont fait, et c'est pour ça que la bataille de Bir Hakeim s'est soldée par une victoire. Bir Hakeim, c'est sur le front libyen. C'est non loin de Tobruk, au sud de Tobruk, une ville du nord de la Libye, Bir Hakeim, voilà, c'est-à-dire vous irez peut-être là-bas un jour, quand on aura fini de réparer les dégâts que Sarkozy et toute sa clique ont causé là-bas. Donc, nous les avons aidés, et quand on est revenu pour réclamer la pitance méritée promise, qu'est-ce qu'ils ont fait Yatiaroy? Ils ont envoyé le général Marcel Dagnan canarder les gens qui revendiquaient pour leurs indemnités. Mais selon Emmanuel Jean-Michel Macron, l'Afrique a oublié de dire merci. Pourtant, l'histoire nous enseigne que nous, on les a copieusement aidés, et c'est eux qui nous ont remerciés d'une manière mais ultra bizarre. Donc c'est très amusant en fait quand on parle de toutes ces histoires là. Donc on n'a pas eu de soldats, enfin de volontaires français venus en masse venir nous aider comme ça là. Ça ne s'est pas passé comme ça. À Tiaroy, pendant que les gens voulaient leur dû pour célébrer la fête de Noël le 25 décembre, ils sont arrivés là-bas le 1er décembre, donc au 1er du mois de décembre, ils sont arrivés, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous revendiquez? Vous nous cassez les oreilles, peng, 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 on a canardé un bon nombre de gens. C'est-à-dire, voilà. Bon, si vous êtes... Non, c'est son nom, Jean-Michel Macron. C'est son nom, c'est pas moi qui... je sais que tu penses à Jean-Michel Trogneux, mais c'est son nom, Jean-Michel Macron. Donc, quelle culture, monsieur Wilfried Champion. Ah, cher Anta Diop nous demandait de nous armer de science. Faut avoir de la culture. L'école ne nous enseigne pas ça. Faut se cultiver soi-même. Aujourd'hui, la connaissance est gratuite. Elle est à portée de tout le monde. Il faut la saisir. Et c'est pour ça que ces gens-là ont du mal, justement, avec ce discours-là et qui sont obligés de nous coller des gros mots. Tu es francophobe, tu es phobe. Or, nous argumentons avec des faits historiques. Nous disons ce qui s'est passé. On apprend ça où, comment, le père? Par exemple, sur TikTok, voilà ça que tu viens d'apprendre de moi. Il faut juste suivre les bonnes personnes, les bons documentaires. Je vous ai dit, je fais une conférence tous les 2 jours. Soit je fais une conférence un jour après l'autre. C'est-à-dire, je peux faire une aujourd'hui, je fais une autre demain. Soit j'en fais une tous les 2 jours. Donc, moi, je vais partager, cette culture avec vous. Il est important, c'est pour ça que je vous demande de partager, d'enregistrer, de prendre des notes, de bref, faire ce que vous voulez de partager nos conférences et de nous encourager aussi en achetant par exemple nos livres. Je vous ai déjà acheté, j'ai écrit 2 livres. Voilà, là on prend aussi la connaissance. Tout n'est pas gratuit. Achetez aussi les livres. J'ai 2 livres en circulation. Tu dois t'impliquer, qui n'a plus besoin d'être expliqué vu que le titre est clair, et Le village d'Ining. Les livres sont disponibles sur Amazon, allez les acheter, il y a beaucoup de culture dedans. Et si vous voulez même un exemplaire dédicacé, commandez le livre directement chez moi en m'écrivant un message dans la messagerie. Vous allez avoir le livre par la poste dédicacé. Le livre coûte 20 €. Donc 2 livres, ça fait 40 €. Avec seulement 40 €, vous gagnez énormément en culture, en connaissance, et vous profitez un peu des choses que je n'ai pas dites ici sur cette conférence. Donc voilà, c'est comme ça qu'on acquiert. C'est par la recherche, c'est par la concentration sur des sujets intéressants. Et voilà. Donc voilà, mes livres, ça me permet de faire une parenthèse sur le bouquin. Ça me fait aussi plaisir quand vous achetez, ça fait plaisir quand vous encouragez de diverses manières. Donc alors. Je disais donc que Monsieur Marcel Dagnan, lui, il a fusillé des gens qui réclamaient leur dû. On ne les trouve pas dans les librairies, chef. Le livre, tu le trouves sur Amazon. Il n'est pas en librairie, malheureusement. Mais sur Amazon, c'est rapide. C'est-à-dire, en fonction du lieu où tu résides, tu l'as en quelques jours. Et si tu veux la dédicace, tu n'auras pas la dédicace en commandant sur Amazon ou en ayant en librairie. Mais en m'écrivant directement dans la messagerie TikTok,
C'est-à-dire, voilà, si vous aimez vraiment ce que je dis, si vous trouvez qu'il y a beaucoup de bonnes choses, de culture, d'information, participez aussi à ce mécanisme d'éveil en achetant les œuvres de l'esprit. Ne prenez pas tout gratuitement. Métoche, je t'ai écrit sur Facebook pour les livres, Wilfried. Écris aussi sur WhatsApp, s'il te plaît, au cas où je ne vois pas sur Facebook. Tu peux m'écrire sur la plateforme sur TikTok, pardon, également. Et voilà, je réponds à ceux qui veulent se procurer le livre. Voilà. Donc, on va continuer notre travail d'éveil, notre travail de culture. Donc, en attendant que je vois une dizaine, vingtaine de messages à la fin de cette émission de gens qui veulent les livres, ça s'est donc passé comme ça à Tiaroy, au camp de Tiaroy au Sénégal. Ce qui est perfide d'ailleurs dans l'épisode du Sénégal, c'est que nous les avons aidés, comme je viens de vous le dire. Dans les batailles de Marseille, dans les batailles de Toulon, c'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu ce vieux Gricot de Paul Biya se retrouver aux côtés d'Emmanuel Macron pour commémorer la bataille, le débarquement de Provence, parce que les Africains ont aidé la France à s'en sortir, notamment dans les batailles qui ont eu lieu dans ces régions-là. Mais vous avez vu l'ingratitude d'Emmanuel Macron au lieu d'organiser une cérémonie grandeur nature, comme celle qu'il a fait avec le débarquement en Normandie. Regardez la cérémonie pour remercier les Africains. Elle s'est faite avec 3 petits guignols, Paul Biya et 1, 2, 3 autres individus assez comiques. Voilà, pour juste remplir les formalités en comité restreint. Et Paul Biya, il est arrivé là, comme il aime les honneurs, comme il aime les grands endroits, il s'est dit qu'on lui a donné de l'importance, ce qui ne l'a pas empêché de parler davantage de la guerre en Ukraine, en expliquant comment la guerre est à nos portes. Il n'est même pas au courant qu'il y a une guerre déjà à l'intérieur de sa cuisine, dans les régions anglophones au Cameroun. Donc, nous les avons en tout cas aidés, à Toulon, en Provence, à Bir Hakeim, bref, un peu partout. Et quand la guerre était en passe d'être gagnée, parce que le président américain Harry Truman annonçait déjà aux Japonais que s'il continue de s'agiter un peu trop, il va faire usage de l'arme nucléaire pour les pousser à la capitulation. Donc on savait déjà, on commençait déjà à négocier les termes de la fin de la guerre. Je vous signale que le FMI, la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods sont mises sur pied en 1944, donc avant la fin de la guerre, avant la fin de la guerre, et que la conférence, notamment la conférence de Yalta, se déroule avant entre comme il s'appelle Staline, Franklin Delano Roosevelt, le président américain de l'époque, et comme il s'appelle Winston Churchill, le Home Secretary, le premier ministre britannique. Ça se déroule en 1945, quelques temps avant la fin de la guerre, parce que on discutait déjà de comment redistribuer le monde, comment reconfigurer les cartes à l'issue de la guerre. Donc, on était déjà on savait déjà que la guerre serait gagnée par les Occidentaux contre les Allemands, par les Alliés. Et à ce moment-là, De Gaulle, pour que l'histoire ne retienne pas la participation des Noirs à la Deuxième Guerre mondiale, décide de rapatrier les Africains qui ont aidé la France à vaincre l'occupant allemand, décide d'évacuer tout le contingent black des troupes européennes qui aidaient justement à remettre de l'ordre et à faire mordre la poussière à Adolf Hitler. C'est ça qu'on a appelé le blanchiment des troupes. Et oui, et c'est pour ça que dans les livres d'histoire, si vous voyez un Français ici, Jean Clavier, Michel Caffard, François Mouton, chacun d'eux est persuadé que bon, eux, ils étaient très vaillants. De Gaulle, voyant que le maréchal Pétain avait capitulé, a serré les dents, s'est transformé en super guerrier. Voilà, et a fait un Kamehameha géant qui a mis Hitler hors d'état de nuire. Or, ça ne s'est pas passé comme ça. Ils ont eu de l'aide des Africains. Donc, le blanchiment des troupes. Et une fois le blanchiment des troupes opéré, certains, justement, des troupes qu'on venait de chasser, se sont retrouvés au camp de Tiaroy, au Sénégal, dans la banlieue de Dakar. Donc, on demande donc la compensation pour avoir été chassé parce que soudain on n'a plus besoin de nous, donc on n'est plus de bons citoyens, on n'est plus de bons Africains. On nous a dit non, rentrez, on va vous donner le pécule, c'est-à-dire le pécule nécessaire, vous aurez votre indemnisation, vous aurez vos émoluments, tout se passera bien. On attend, il n'y a toujours rien, et ceux même qui ont des compensations, ce n'est pas à la hauteur de ce qui avaient été promis.
Les anciens combattants se mettent donc à manifester et disent que ça ne peut pas se faire, on ne peut pas, voilà, se contenter de ça là, de ce mépris, de ce, on a besoin de plus. Le général Dagnan, lui, il décide que on ne peut pas lui parler de cette façon. Lui, on doit le respecter un peu plus. Et donc, il fusille tranquillement quelques petites dizaines de personnes comme ça. Il explique dans son rapport après que bon, vous savez, ils n'ont pas été assidus, ils étaient en train de se soulever, ils ont incendié mes affaires, bref, il trouve le moyen de justifier le fait que il a tué plusieurs dizaines de personnes qui ne faisaient que réclamer leur salaire. Voilà ce qui se passe avec l'Afrique, voilà ce qui se passe avec l'Afrique dans le cas de la France, quand on nous dit, on a oublié de nous dire merci. C'est voilà. Merci Cameroun debout pour la publicité de mes livres. J'espère qu'ils vont t'acheter. Hein. Ils ont l'habitude de dire Wilfried, t'as beaucoup de culture. Comment on fait pour acheter également? C'est-à-dire si c'est gratuit, vous êtes 200 personnes à écouter cette conférence. Il faut aussi que si les 200 personnes ont la possibilité d'acheter le livre, je me retrouve avec 200 commandes de livres. Je sais que beaucoup de gens ont déjà acheté le livre, mais proportionnellement à la population camerounaise ou africaine, on est à moins de 0,000000001%. Donc merci pour la publicité. Et j'espère que ils l'achèteront. D'après la dernière vidéo d'Alain Focas, c'était peut-être même jusqu'à plus de 300 victimes à Thiaroye. Oui, 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 bien sûr. Ils ont l'habitude, ils ont fait la même chose. Tout à l'heure, je vous ai parlé du génocide allemand contre les Herero et les Nama en 1904. Et lorsque l'Allemagne devait reconnaître les massacres, la ministre responsable de l'époque, Madame Heidemarie Zeul, est venue et a dit que oui, l'Allemagne reconnaît y avoir tué 10 000 personnes. Mais ça, c'était un scandale. Vous avez tué près de 90 000 personnes. Comment vous pouvez... C'est littéralement 100 000 personnes. Qu'est-ce que vous dites que vous avez tué 10 000 personnes? C'est n'importe quoi. On a envoyé en Namibie le général allemand Lothar von Trotha, intrépide, insanguinaire, le fils de Satan, celui qui dit n'épargnez même pas les nouveau-nés, c'est-à-dire quelqu'un voit un bébé, moi j'ai un bébé entre les mains, là quand je vois mon bébé, même si c'était le bébé de quelqu'un d'autre, la première chose que tu as envie de faire quand tu as un bébé entre les mains, c'est le protéger. La dernière chose que tu as envie de faire, c'est de lui faire du mal, qui qu'il soit. Le général Lothar von Trotha, lui, il dit à ses troupes, coupez-leur les oreilles, tuez-les, massacrez-les, ne reculez pas même devant les nouveau-nés, décimez-les jusqu'au dernier. On avait appelé ça le Vernichtungsbefehl, l'ordre d'éradication, en allemand, dont il n'était pas question de laisser un survivant. Mais les Allemands viennent dire que non, c'était seulement 10 000. Comment tu reçois le Vernichtungsbefehl? Vernichtung, en allemand, ça veut dire extermination. Tu reçois dans l'ordre de Vernichtung. Mais tu viens quand même expliquer que non, moi je n'ai pas Vernichtung. J'ai seulement tué 10 000, mais pas 100 000. Ben non, tu as exterminé au possible. Tu as copieusement massacré ces gens-là. Tu as réduit le contingent ethnique des Herero et des Nama au strict minimum. C'est-à-dire, c'est une population qui s'est retrouvée en voie de disparition. La France a fait la même chose à Thiaroye. Ils ont tué des dizaines et des dizaines de personnes. Ils nous disent que bon, finalement, ils n'ont tué que, voilà, 100 000, 35 personnes, 40 personnes. Ils ont des chiffres abracadabrantesques où vous dites que, mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez tué beaucoup plus de gens que ça. Donc, et Emmanuel Macron nous dit que nous avons oublié de lui dire merci. Ah non, c'est la France qui a oublié de reconnaître les cafarderies qu'elle a commises en Afrique. Donc, voilà. Maintenant, s'il faut peut-être prendre quelques détails, tu donnes envie d'apprendre la culture générale. Ben oui, ou la culture, tout simplement. C'est de ça qu'il est question. Il faut avoir de la science. Faut science. Faut chercher, faut éviter de se faire manipuler. Ça permet d'argumenter, ça permet de ne pas se laisser y piéger. Et d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour toi. On est loin d'en avoir fini avec la culture. Je crois qu'on va encore un peu parler de culture ce soir. Il n'est que minuit 22. Ceux qui me connaissent savent que mes conférences vont souvent très loin. Donc, je vous ai parlé donc, quand Emmanuel Macron, on va aller maintenant au cas par cas. Quand Emmanuel Macron nous dit que l'Afrique a oublié de dire merci, Emmanuel Macron, dites-lui, comment dire, je vais appeler ça comment? Attendez que je trouve un nom. Voilà, je vais appeler ça les faits saillants.
Fait saillant numéro un. Mais aussi de la mémoire pour retenir tout ça. Bon, en partageant, tu retiens mieux. Dès que tu as une information, tu communiques, tu en discutes, tu partages. C'est de là que ça vient. Ok, on va faire ce qu'on va appeler on va mettre en exergue les faits saillants. Premier fait saillant qui nous font dire qu'Emmanuel Macron est un amuseur public et qu'il ne comprend rien de ce qu'il dit et qu'on n'a rien à remercier sur la France, c'est celui que j'avais déjà évoqué. Nous sommes en 1685. Vous savez, il y a un roi qu'on appelle en France le roi Soleil, Louis XIV. C'est un roi très apprécié, c'est-à-dire c'est lui qui a construit le château de Versailles avec les superbes jardins. Vous allez souvent voir les jardins de Versailles. On va vous dire c'est André Le Nôtre, l'architecte de Louis XIV, qui a dessiné ces jardins. C'est lui encore qui a dessiné les jardins des Tuileries. Sur l'esplanade du musée du Louvre, dans les beaux quartiers parisiens. C'est Louis XIV qui... Bref, Louis XIV, en fait, il a fait de très belles choses. C'est un grand roi. Bon, évidemment, il avait instauré la monarchie absolue vers 1660. Les Français, évidemment, qui nous vendent la démocratie aujourd'hui, n'ont pour modèle que des dictateurs et des militaires. Ils adorent Napoléon Ier, qui avait réinstauré l'esclavage d'ailleurs. Ils adorent Napoléon III, celui qui a construit l'arc de triomphe qu'il y a là aux Champs-Élysées, à la place de l'Étoile. Ils adorent De Gaulle, qui était militaire, un putschiste même carrément. Ils adorent Louis XIV, dont justement qui était monarque absolu, etc., etc. Ils aiment bien ils n'ont pas pour modèle des présidents républicains. Ils n'ont pas pour modèle des présidents qui ont été élus par le peuple. Sauf si vous m'en trouvez un. Tous les présidents élus, ils s'en foutent un peu. Ils s'en foutent de Chirac, ils s'en foutent de Mitterrand, ils s'en foutent de Giscard d'Estaing, ils s'en foutent de Pompidou. Leurs modèles, ce sont et les putschistes, et les dictateurs, et les rois, et voilà, des Napoléon, des Louis XIV, des l'autre Napoléon III, des De Gaulle, voilà, des gens comme ça. Voilà les modèles, de la politique en France. Donc, allez dire à Emmanuel Macron que Louis XVI, monarque absolu en France, décide que nous, les Noirs, les Africains, n'avons pas d'âme. Nous ne sommes rien du tout. C'est-à-dire, nous avons la même valeur qu'un meuble. Et qui est chargé de faire ça? C'est son ministre des Finances, Jean-Baptiste Colbert. On se pose d'ailleurs la question, mais pourquoi c'est le ministre des Finances qui doit s'occuper de ces volets? Bref, en tout cas, c'est Jean-Baptiste Colbert. D'ailleurs, au niveau de la place de la Concorde à Paris, en face du palais Bourbon, qui est en même temps le palais abritant l'Assemblée nationale, vous avez une statue ou quelque chose comme ça à l'effigie de Jean-Baptiste Colbert que certaines voix ont demandé à un moment de démanteler parce que c'est quelqu'un qui a légitimé l'esclavage. Les Français ont dit on ne démantèle pas, en tout cas les Français, les Français du sommet, la politique française a dit on démantèle pas, c'est l'histoire, on ne peut pas démanteler parce que voilà c'est une grande figure, c'est comme si on maintenait Hitler quelque part à Berlin ou à Nuremberg. Enfin bref. Donc Monsieur Jean-Baptiste Colbert est donc resté, Louis XIV aussi est resté, bon, ils peuvent même pas ne pas le célébrer, c'est le roi soleil. Lui, il nous a apporté les ténèbres et le sang, mais c'est quand même le roi soleil. Vous voyez qu'il a consacré l'idée selon laquelle le noir a la même valeur qu'un meuble, qu'un bien cheptel. Le noir a la même valeur que que du bétail ou qu'un tabouret, on peut en disposer comme on veut. Le noir n'a pas d'âme et je vous signale qu'on était dans une période où les esclavagistes se basaient sur tous les motifs possibles pour expliquer pourquoi ils faisaient au noir ce qu'ils faisaient là. Depuis que les Portugais étaient arrivés au début des années 1400 sur les côtes africaines et que la ressource principale que l'Afrique produisait désormais c'était l'être humain depuis que les Européens, les Espagnols, les Portugais et principalement ces deux pays avaient commencé à se partager l'Afrique et à se servir des Africains comme de la main d'œuvre sans pensée, sans âme. On avait tout utilisé, on avait utilisé la Bible, on a dit que la malédiction de Noé sur le fils de Cham, Canaan, parce que Cham l'a vu nu. Bon, déjà on ne sait pas pourquoi Noé maudit Canaan, parce que c'est Cham qui l'a vu nu. Canaan n'était pas là quand Noé est allé boire son Jack Daniels et s'est retrouvé nu devant ses enfants. On a quand même maudit Canaan et on a dit qu'il sera esclave dans la maison de son père. Et donc, les Portugais ont utilisé ça pour dire que oui, Dieu lui-même a consacré le noir comme quelqu'un qui est voué à la maison
être esclave dans la maison de ses frères ad vitam aeternam. Ils ont utilisé ça. On a utilisé aussi la lettre du pape en 1454. On est le 10 janvier, c'était le 8 janvier 1454, où le pape Tommaso Parantucelli, alias Nicolas V, écrit la lettre dans laquelle il dit que les Portugais, les Espagnols peuvent se partager le monde à leur guise. C'est littéralement, ils en ont le droit au nom de la civilisation, au nom de tout ce que vous voulez, et ils y vont. Donc, on s'est retrouvé donc avec plus tard les discussions sur la situation du noir dans le monde. Est-ce qu'il a une âme? Est-ce qu'il n'en a pas? Les Espagnols également soulevé la question, je vais chronologiquement, en 1551, à Valladolid, il y a ce qu'on appelait la controverse de Valladolid, où déjà il y avait eu à la fin des années 1400, en Espagne toujours, des clauses de partage du monde sous le prétexte que les humains noirs n'ont pas forcément la même valeur humaine que les autres. Et là, le roi du Portugal et le roi d'Espagne se sont partagés le monde après le traité de Tordesillas. Ensuite, il y a donc eu la discussion entre les membres du clergé en 1550-51 où on demandait est-ce que les Amérindiens ont une âme ou non. Et qu'en est-il des Noirs? Bon, comme on a déduit que les Amérindiens ont quand même une âme, on s'est dit que les Noirs, finalement, ils n'en ont pas. Hein. Donc, on a jeté le dévolu sur les Noirs. On arrive donc en l'année 1685. Louis XIV confirme tout ce que je viens de vous dire, toutes les discussions qu'il y a eu. Après la bulle, la lettre du pape Nicolas V, après le traité de Tordesillas de 1494, après la controverse de Valladolid de 1550-51, lui, il a décidé que c'est vrai, le noir n'a pas d'âme, donc on doit le traiter comme un tabouret, comme quelqu'un qui n'existe pas réellement. Et c'est comme ça qu'on nous a piétinés comme des moins que rien. Mais Macron dit que nous avons oublié de dire merci à la France. C'est très intéressant. Donc, on a oublié de dire merci à la France et Louis XIV, dont fait saillant numéro 1, lui, il nous a mis en esclavage. Prenons maintenant le cas d'Haïti. Haïti, c'est la première nation africaine à accéder à l'indépendance. Comment Haïti arrive à l'indépendance? Haïti, c'est justement, à l'époque, on ne parlait pas d'Haïti, on parlait de Saint-Domingue. Donc la France avait colonisé justement cet endroit. À l'époque, c'était les Espagnols qui considéraient que c'est une île uniforme, c'était pas deux pays. Ils l'avaient baptisé Hispanoia, donc en honneur à l'Espagne justement. L'une des îles d'ailleurs sur lesquelles les Christophe Colomb et consorts avaient accosté en 1492 et les années qui y ont suivi. Donc, au moment où la France récupère justement une partie de l'île, elle dit: nous avons certes aboli l'esclavage au moment de la Révolution française, mais l'esclavage ne concernait pas les colonies, les outre-mer, l'esclavage concernait la métropole. Donc quand la France vous dit « je suis le berceau de la civilisation, le berceau des droits de l'homme », rappelez-lui deux choses. La première, c'est que les droits de l'homme là ne s'appliquaient pas à l'homme noir. Et c'est ce que Kémy Séba avait dit un jour. Quand on lui demandait « que pensez-vous du 14 juillet ?», il dit « je ne pense rien du 14 juillet, parce que quand vous étiez à la Bastille en train de fêter l'indépendance, nous, les Noirs, on était toujours enchaînés. Donc le 14 juillet, franchement, moi j'ai d'autres paradigmes que je vais fêter, parce que le 14 juillet, on était toujours enchaînés. C'est la vérité. Monsieur Louis XVI est renversé en 1789. Plus tard, Napoléon Ier et aux commandes de la France. Lui, il décide que l'esclavage qui a été aboli ne concerne pas les outre-mer. Il réinstaure l'esclavage à Haïti dans la foulée, ou à Saint-Domingue, sur l'île de Saint-Domingue, dans la foulée. Donc, il y a une révolte des gens qui vivent là depuis et qui ne rêvent que d'émancipation. Ils incluent tout le monde, les membres du clergé, les chefs spirituels. Ils organisent la fameuse cérémonie du bois caïman en 1791, une cérémonie où, symboliquement, on a égorgé un porc et on a, présenté, bref, on va pas vous décrire les rites, on parlera de ça une autre fois, et encore ici, on fait plus politique que spiritualité. Donc, les Haïtiens, forts de la puissance de leurs ancêtres, ou les grands prêtres Dioti Boukman, Cécile Fatiman, ont commandé la cérémonie du bois caïman et consacré l'idée selon laquelle nous allons finalement vaincre les colons. Après 9 jours de cérémonial, on entame la guerre d'indépendance avec aux commandes des gens comme François-Dominique Toussaint Louverture, qui finissent donc par botter les fesses à Napoléon à la fin de l'année 1803.
Pour se consoler, Napoléon, qui va également perdre aussi, qui va notamment se faire botter les fesses en 1815 à Waterloo sur le front britannique, Napoléon prend quand même comme butin de guerre Toussaint Louverture, il le ramène en France ici et le fait mourir dans des conditions horribles, en prison, c'est-à-dire au fort de Joux, dans le Jura. Bon, Macron n'est peut-être pas au courant de ça puisqu'il estime qu'on a oublié de dire merci à la France. Alors, Haïti arrive donc à l'indépendance finalement le 1er janvier 1804. Normalement, tout est bien qui finit bien. On s'est débarrassé de la France, c'est très bien. Fin de l'histoire. Non. Qu'est-ce que la France fait? On est en 1825, donc 21 ans après l'indépendance de Haïti. Le roi de France, un certain Charles X, le même qui va entraîner l'Algérie dans énormément de problèmes en allant bombarder Alger pour arracher Alger de la main des Ottomans et commander l'Algérie et bref les problèmes de l'Algérie, la guerre d'Algérie qui va s'en suivre plus d'un siècle plus tard, ça vient également de là. C'est depuis 1830 que les Français sont en Algérie. Mais en tout cas, en 1825, Charles X, roi de France, envoie des navires à Saint-Domingue pour dire aux dirigeants là-bas, Jean-Jacques Dessalines notamment, que en fait tu nous as fait du mal en nous chassant. Nous ne sommes pas d'accord du fait que tu te sois émancipé et que tu sois indépendant. Donc maintenant, tu dois payer la dette de l'esclavage et la dette coloniale. Incroyable, mais vrai. Emmanuel Macron ne sait pas que ses ancêtres ont demandé à nos ancêtres de payer pour les bienfaits de En fait, bon, il le sait parce que il a la même façon de faire. Ils sont toujours en train de nous demander de payer pour les bienfaits de l'esclavage. Donc on a mis Haïti sous esclavage, on a massacré les Haïtiens, comme des mouches, les Haïtiens ont réussi à se libérer, mais les Français reviennent parce que des années plus tard, la France n'a toujours pas digéré de s'être fait humilier. Première nation noire à accéder à l'indépendance, une très belle année, le 1er janvier 1804. La France revient et dit non. Tu vas nous payer parce que on est parti, tu nous as chassés, on a perdu nos entreprises, on a perdu nos positions. Donc, franchement, tu dois nous payer tout ça. Et les Haïtiens tentent de refuser. La France se dit, si tu ne payes pas, je vais te recoloniser à nouveau, je vais te refaire la guerre, je vais refuser les clauses de l'indépendance et je vais te massacrer. Haïti se retrouve obligé de payer une dette coloniale de 150 millions de francs. Pas de francs CFA, de francs. Et de francs de l'époque. C'est-à-dire une somme de dingue aujourd'hui. Évidemment, ils n'ont pas de quoi payer les 150 millions de francs. Donc, qu'est-ce que la France leur dit? La France leur dit, pour payer, vous devez vous endetter. Donc, tu dois me rembourser 150 millions de francs parce que j'ai décrété que c'est ce que tu me dois. Mais comme tu ne les as pas, je te prête 150 millions de francs dont tu vas me rembourser 300 millions de francs. Déjà, les 150 que je viens de te donner, mais en plus les 150 que tu me dois. Normalement, le prêt fonctionne si ça te permet de générer des fonds de manière conséquente. Mais si l'argent que tu me donnes, toi-même, tu t'assures à ce que ce soit utilisé dans les carcans qui sont les tiens, évidemment, il n'est pas parti pour générer de la plus-value qui me permettrait de te rembourser. C'est pour ça que Haïti a passé un siècle à rembourser un argent qu'il ne devait à personne. Parce que la France a décidé que tu me dois de l'argent dont tu dois rembourser. C'est ça la dette haïtienne. Emmanuel Macron considère qu'on a oublié de dire merci à la France pour ces éléments-ci. Le président haïtien, il était président dans les années 90, au début des années 2000, il était encore président, Jean-Bertrand Aristide. C'est récemment, il y a une vingtaine d'années, il s'était fâché sur la question, ils se sont dit, monsieur, le président français, à l'époque c'était Jacques Chirac, la France doit rembourser la dette coloniale à Haïti. C'est pas Haïti qui doit la dette à la France, c'est la France qui doit à Haïti. Et en plus, Haïti a même remboursé sa dette. Jean-Bertrand Aristide a fait plusieurs calculs minutieux. Et il est arrivé à la conclusion. Il est arrivé à la conclusion. Milliards de dollars. Et oui, il l'a dit lors de la commémoration de la mort de Toussaint Louverture. Il était mort le 6 avril, le 7 avril, je crois, le 7 ou le 6 avril 1803, le 7 avril, je crois. Donc, au cours de ce cérémonial, monsieur Jean-Jacques Dessalines dit que voilà, voici ce que la France nous a fait. En plus, ils ont tué ils ont tué Toussaint Louverture. Voici ce que la France nous a fait. Voici le mal qu'elle nous a fait. Elle a envoyé ses navires nous mettre KO, alors on essayait à peine de survivre après être sorti de l'esclavage. Et maintenant, elle nous a demandé de payer. Voilà. Donc, c'est elle qui nous doit la dette de sang.
Nous, on estime que cette dette-là, on est même gentil, elle est à 27 milliards de dollars. La France doit payer. Évidemment, vous savez ce qui est arrivé à Jean-Bertrand Aristide. Quelque temps plus tard, il a été renversé par un coup d'État et contraint à l'exil. Grâce aux États-Unis également, très amis de la France et qui sont justement pas très loin de la région. Donc c'est comme ça que les choses se sont organisées. Emmanuel Macron continue de tambouriner l'idée selon laquelle nous les Africains, on a oublié de dire merci à la France. Merci pourquoi on ne sait pas. Merci pour tout ce qu'elle nous fait. Comme au Cameroun pour construire les stades où personne ne joue, ce qu'on appelle les éléphants blancs. Alors, est-ce que le rythme est bon, chers Africains qui m'écoutent, et avec qui nous partageons justement la communication géopolitique des délires d'Emmanuel Macron? Dites-moi en commentaire si ça va, si c'est trop, si c'est incompréhensible, si c'est bizarre, si c'est faux. Faites-moi savoir. Sinon, j'aurais l'impression que je suis le seul à penser que ce que je fais est intéressant. Donc, une fois que cela s'est passé à Haïti, ça c'était le fait saillant numéro 2. Vous avez déjà pris le fait saillant numéro 1 qui était Louis XVI, et le fait qu'il nous a traités de bien meubles, de bien cheptels, de gens qui n'ont pas de vie, qui n'ont pas d'âme. Voilà. On a eu dans le fait saillant le numéro 2 avec Haïti. Fait saillant numéro 3, le tribalisme au Cameroun organisé par la France. Aujourd'hui, nous les Camerounais, on souffre beaucoup de la problématique tribale où on a fait croire à une ethnie que c'est les autres qui leur prennent le pouvoir pendant que celui-là même qui est venu prendre le pouvoir et toutes les richesses du pays est tranquille. La France est arrivée au Cameroun après que les Allemands ont été chassés en 1916 et voilà, a administré le Cameroun comme le chez elle, a pillé les ressources, a assassiné les dissidents copieusement, bref. C'est taillé carrément toute cette partie-là, l'AEF, l'AOF, bref, la France était chez elle.